L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va revenir sur la montée du FCG dans l'élite du rugby français et parler de deux sujets qui nous concernent tous, la mort et la protection de la nature. Et pour parler de ces sujets, je reçois Jean-François Noblet, militant écologiste, auteur de ce manuel d'éco-résistance. Bonjour. Bonjour. En face de vous, Jean-Luc Romero-Michel, homme politique, élu à la mairie de Paris et conseil régional d'Île-de-France. Vous êtes également président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. On parlera avec vous d'un autre livre que vous dédiez indirectement à Brigitte Macron. Et puis à côté de vous, Michel Martinez, président délégué du FCG Rugby. Bonjour Michel. Bonjour Thibault. Un président heureux puisque le FCG a validé ce week-end son billet pour le top 14 la saison prochaine. On rappelle que le club était descendu en Pro D2 il y a tout juste un an, pratiquement jour pour jour. Tout à fait. Tout à fait, descente en Pro D2 après une saison extrêmement compliquée, extrêmement difficile, difficultés sportives, de très très grosses difficultés financières, quelques affaires qui ont terni l'image du club et de Grenoble, et puis donc une descente, une reconstruction, beaucoup de travail, et puis la chance de remonter dès la première année au niveau de l'élite. C'est vrai, vu la saison, on peut dire catastrophe, l'an dernier, on ne s'imaginait pas que le club pourrait rebondir aussi vite. Non, pire, c'était pas possible, que ce qu'on a vécu la saison dernière, on a vraiment failli disparaître, ce qui aurait été dramatique pour le rugby à Grenoble. On est remonté très vite, c'est vrai qu'on s'est appuyé sur des gens, sur des équipes, sur un nouveau staff, sur des joueurs, sur nos jeunes joueurs, sur notre formation, sur nos cadres. On a été vraiment aussi épaulés par le peuple grenoblois. Et puis voilà, on a essayé de bien bosser. On a eu le bonheur de remonter et de faire vivre aux Grenoblois des moments absolument merveilleux samedi dernier au Stade des Alpes. Le club a terminé 3e de la phase régulière et allait jouer la finale du championnat à Toulouse. Il l'a perdu et il avait une dernière chance, entre guillemets, pour monter. C'était un match de barrage contre le 13e du top 14, l'équipe d'Oyonnax. Ça s'est joué au Stade des Alpes. On va revoir d'ailleurs les 7 essais grenoblois. Quand on regarde le rugby comme ça paraît facile de marquer un essai sur le premier qu'on voit en début de match. Non, c'est un sport qui est compliqué, c'est beaucoup de travail et on demande à nos joueurs, et on le sait pas tout ça, d'intégrer beaucoup de choses, beaucoup de données, beaucoup de tactiques, beaucoup de combinaisons. C'est vraiment des joueurs très, très forts dans leur tête et très forts au niveau de leur corps aussi. Alors là, ils ont été très forts sur ce match. Cet essai, c'est assez rare en rugby au cours d'un match, surtout un match à enjeu comme ça, puisque l'équipe d'Oyonnax en rouge jouait sa survie en top 14. Oui, nous, on sortait d'une finale perdue à Toulouse contre Perpignan, où on a été malmenés. C'est très très dur de se relancer après une finale. Le rugby est un sport de combat, donc il faut du mental. On a régénéré nos joueurs toute la semaine, ils se sont régénérés, et puis on a livré un combat absolument énorme. Je pense véritablement que c'est un des plus beaux matchs de la saison de rugby en France. Où on a réussi à battre une très très bonne équipe de top 14 qui était venue sauver sa peau à Grenoble. Et nous, finalement, nous avions tout à gagner, à savoir le top 14 dès la saison prochaine. Le stade était plein. Ouais, victoire finale du FCG 47-22. On voit Stéphane Glas, l'un des entraîneurs, évidemment très content à l'issue de cette rencontre. Vous, en tant que dirigeant, dans les tribunes, ça a été plié assez vite. Vous avez pu vivre la rencontre sereinement? Non, c'est jamais. Pour nous dirigeants, voir un match de notre équipe, c'est plus du plaisir. C'est pas souvent du plaisir. Parce que le sportif conditionne tout dans un club. Sur ce match-là, je peux vous dire, on marque 2 essais dans les 10 premières minutes. Et ce que je me suis dit, c'est qu'il reste 60 minutes et ça va être très très long. Et effectivement, ça a été très très long. On a commencé, nous on a basculé sur le top 14 à 10 minutes de la fin, où là on a compris que c'était bon, on a compris que nos joueurs ont fait le boulot, et puis on voyait les gens, heureux, les gens pleurer dans ce stade. C'était vraiment une belle récompense pour nous tous. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien le rugby, le top 14 et la Pro D2, il n'y a qu'un niveau d'écart, mais c'est deux mondes très différents. Ouais, on va dire. Le top 14, c'est, j'appelle toujours ça un peu la piste aux étoiles. Hein. Vous avez les plus grands joueurs du monde qui jouent dans les plus grandes villes françaises, dans des stades magnifiques. Tous les matchs sont retransmis en direct à la télé. La Pro D2, c'est le rugby, on va dire, c'est le vrai rugby, c'est le rugby un peu plus terroir, où vous jouez contre
vous retrouvez de vrais bastions du rugby français. Vous retrouvez des Dax, vous retrouvez des Béziers, des Narbonne, des clubs comme ça. Voilà, c'est deux rugby un petit peu différents. C'est très très dur d'aller jouer en Pro D2. Voilà, vous y retrouvez des combattants, vous y retrouvez des publics très très chauds. Et puis c'est formidable de ressortir de la Pro D2 dès la première saison et de retrouver le plaisir et le confort en toute humilité du top 14. Alors, vous parlez du public. À Grenoble aussi, il est chaud. C'est d'ailleurs un des points forts du FCG, son lien avec le public, presque une communion. J'ai quelques images là d'avant-match où les joueurs sont rentrés dans le stade au milieu d'une haie d'honneur. Ouais, notre public, c'est vraiment fédéré, focalisé sur ces matchs. Ils ont organisé des haies d'honneur qui sont extrêmement importantes. Le club des supporters, les Mammouths, avec les Alpins, organiser cette haie d'honneur, c'est important pour les joueurs qui ressentent toute la ferveur populaire, qui se nourrissent de cette énergie et ça nous permet de vraiment rentrer dans le match. Et puis je vous cache pas que tout ce qu'on fait au niveau du club et ce que font les joueurs n'a qu'un seul objectif, c'est de donner du plaisir, du bonheur à nos supporters. Il est là l'objet de notre sport, c'est faire sourire ou faire pleurer de bonheur nos supporters et c'est ce qu'on a vu là aussi samedi soir. Je crois qu'il y a eu plus de 9000 spectateurs de moyenne au cours de la saison au Stade des Alpes. C'est pas mal pour la Pro D2, on a fait 9000 en moyenne. Samedi soir sur une semaine qui était entrecoupée de ponts, donc on pouvait imaginer que beaucoup de Grenoblois étaient partis en congé. On s'est retrouvé avec 18 500 personnes au stade. C'est une performance absolument remarquable. Le stade était magnifique et puis il y avait une atmosphère, il y avait une ambiance. Il y a eu quelque chose de très très particulier qui s'est passé et qui a donné beaucoup d'énergie à nos joueurs. Seul, on n'aurait pas réussi. Alors, est-ce que maintenant le plus dur est fait ou le plus dur commence, Michel Martinez ? Vous savez, le rugby, c'est un éternel recommencement. On a bâti des fondamentaux, des bases. On va respecter ces fondamentaux. C'est pas parce que nous montons en top 14 que nous allons oublier qui nous sommes et ce que nous voulons être. Alors les fondamentaux, on peut parler notamment de notre ossature, de notre formation. On va continuer à s'appuyer sur la formation. Il y a beaucoup de jeunes issus de Grenoble dans cette équipe de Pro D2. Et c'est pas parce qu'on sera au plus haut niveau qu'on va oublier cette ossature, cette formation. Donc on va rester très humble là-dessus et puis travailler, partager avec notre public, notre environnement. Je crois que c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est le challenge qu'on va relever en top 14. L'objectif sera le maintien. On sait que ça sera très compliqué. Par contre, on est convaincu qu'on peut y arriver. Alors, rugby de haut niveau, c'est les jeunes, la formation, le sportif, c'est aussi de l'argent. Hein. Il faut monter des budgets. En Pro D2, vous aviez le plus gros budget du championnat, je crois, autour de 13 millions d'euros. Il sera à quelle hauteur pour la saison prochaine ? Oui, alors nous avions un budget important, mais il n'y a pas que le budget qui compte. Je veux dire, à l'intérieur, il faut regarder les niveaux de masse salariale, les frais généraux. Nous, on a des coûts d'utilisation du stade qui sont plus élevés que d'autres clubs. Ouais. Donc voilà, je crois que le budget, c'est une chose, mais c'est pas ce qui... Voilà, on ne doit pas avoir ce point-là comme unique repère. En top 14, le budget passera à 18 millions. C'est un budget tout à fait correct et cohérent pour faire une bonne saison de top 14. Après, ce qui est important dans un budget, c'est l'équilibre. Hein, ce n'est pas uniquement les recettes, c'est la différence entre recettes et charges. Et notre objectif, nous, c'est de pérenniser notre club. Ça passera par un bon travail sportif et être très très raisonnable au niveau de la gestion financière du club, à savoir ne dépense pas l'argent que tu n'as pas. Et on va tâcher de rester très humble là-dessus. Ça, c'est une bonne logique à suivre dans le monde du sport, mais elle n'est pas tout le temps suivie par les clubs sportifs en général. On est très très vite, poussé à la faute dans le sport. Il faut raison garder, rester très très serein. Le fait d'être en top 14, vous le dites, c'est les étoiles, les stars, la lumière, les retransmissions télé, ça va aider à trouver de nouveaux partenaires. Bien sûr. On a les droits, on a les reversements de la Ligue de rugby, les droits télé qui vont augmenter. En termes de sponsoring, on va mettre en place une politique très très raisonnable en termes de politique de prix. Idem au niveau des abonnements. On aura plus d'affluence au niveau du stade. L'équilibre économique pour Grenoble est plus facile à trouver en top 14 qu'en Pro D2 parce que nous avons gardé nos infrastructures, nos structures de top 14 en Pro D2 cette année et ça coûte très très cher. Bon, c'est également le discours du club de foot qui lui évolue en national, en 3e division et qui espère monter en Ligue 2 pour justement pérenniser un peu le club et sa structure financière. Alors, le hasard du calendrier a fait qu'en moins de 24 heures, les deux clubs ont joué au même endroit avec un match à enjeu pour accéder à l'échelon supérieur. Je vais vous montrer 2 images, vous les connaissez. Dans les 2 cas, la pelouse a été envahie. Le samedi après-midi, elle a été envahie par les supporters du FCG
pour célébrer cette victoire. Et puis quelques heures avant, le vendredi soir, à la fin du match de foot, une partie du public a également envahi la pelouse, mais avec d'autres intentions pour frapper les joueurs de l'équipe adverse qui venaient de battre le GF38, les empêchant de monter en Ligue 2. C'est vrai que le parallèle est troublant sur le même week-end. Le parallèle est cruel et c'est regrettable parce que aussi bien l'environnement du foot, les supporters du foot comme les supporters du rugby sont des passionnés. Aussi bien les équipes dirigeantes du foot et les équipes dirigeantes du rugby font bien leur travail. Et à partir de là, on ne peut que souhaiter la réussite des footballeurs parce qu'on imagine très bien ce qu'ils sont en train de vivre, ce qu'ils ont vécu. Et c'est vraiment pas quelque chose qu'on leur souhaite. Donc voilà, on souhaite aux équipes de Max Marty et aux équipes sportives du GF d'atteindre leur objectif. Bon, parce qu'elles le méritent, parce qu'on sait qu'ils font un travail important et colossal. Et que terminer comme ça, c'est pas digne, donc on leur souhaite bonne chance pour le barrage. Voilà, ils ont encore une chance de monter en Ligue 2 avec un match de barrage mardi prochain qui se jouera à Grenoble, mais peut-être à huis clos. Les sanctions seront connues en fin de semaine. Vous partagerez toujours le stade à 2 la saison prochaine. On partage en bonne intelligence ce stade des Alpes à 2. Bon. Et puis, je précise qu'un bonheur n'arrive jamais seul. Les Amazones, l'équipe féminine de rugby de Grenoble, monte également en élite. Championne de France, et puis elle monte en élite. Championne de France de 2e division, et elle monte en élite. Voilà. Le club de rugby de Grenoble, c'est le club de tous les rugbys. On y retrouve du rugby féminin, on y retrouve du quad rugby, donc du rugby handisport. On y retrouve du baby rugby. Voilà, c'est le club de tous au niveau du FCG. Jean-Luc Romero, Michel, est-ce que vous êtes amateur de rugby En tant qu'élu parisien, vous avez quand même 2 clubs de top 14. Je ne suis pas très amateur de sport pour tout dire, mais j'ai beaucoup d'admiration. C'est en tout cas un sport qui m'attire et je trouve que les valeurs que véhicule le rugby, les joueurs, les dirigeants sont parfois un peu différentes de celles du foot. Alors je sais qu'il ne faut pas opposer les choses et que, vous le disiez, il y a de la passion chez chacun des supporters, mais je trouve que d'abord, les sommes ne sont pas les mêmes dans le rugby et je trouve que voilà, ce sport est intéressant et même à Paris qui est quand même pas une ville très traditionnelle pour le rugby. Vous évoquiez tout à l'heure Béziers, Narbonne, des villes qu'on associe évidemment beaucoup, et bien sûr Grenoble, au rugby. Eh bien, on voit qu'à Paris, les supporters sont aussi très fans et que ce club fonctionne quand même très bien. Donc, j'en suis pas fan, mais je trouve qu'en tout cas, c'est une belle image et une belle image que vous avez donnée en plus ce week-end avec votre montée. Merci. En tout cas, le rugby véhicule des belles valeurs et même si ce rugby se professionnalise de plus en plus, il y a quand même de plus en plus d'argent au niveau de ce sport. On essaye vraiment de garder, de cultiver ces valeurs un peu ancestrales que nous chérissons tant. Voilà. Allez, après la renaissance du FCG, on va parler d'un autre sujet, un sujet qui nous concerne tous. Malheureusement, j'ai envie de dire la mort. Jean-Luc Romero-Michel, vous êtes le président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Vous êtes également un homme politique engagé depuis de nombreuses années dans ces combats bioéthiques. Pour vous, on meurt mal en France. C'est pas pour moi, c'est tous les rapports qui ont été faits ces dernières années montrent que dans notre pays, on meurt très mal. On meurt très mal, vous savez, on parle beaucoup de soins palliatifs. Quand on regarde déjà la réalité des choses, à peine 20 à 25% des gens qui en ont besoin peuvent aller dans une unité de soins palliatifs dans notre pays. Il y a une inégalité totale. Si vous habitez dans certains départements, il n'y a même pas de lit identifié en soins palliatifs. Donc on a eu pendant 13 ans des hommes politiques qui ont parlé énormément de la fin de vie parce qu'elle est souvent à la une à cause d'affaires souvent tragiques. Et puis l'argent n'est jamais là. Et puis en même temps, on sait que les soins palliatifs ne sont pas suffisants. Qu'il y a des situations, il y a des douleurs qu'on ne peut pas soulager. C'est pour ça qu'il faut, et c'est le combat que nous menons à la DMD et que je mène, qu'il faut aussi permettre et l'euthanasie et le suicide assisté. Alors pour mettre en lumière ce combat, c'est vrai que c'est un débat qui existe depuis plusieurs années, mais qui avance pas forcément très vite dans la société française. Donc vous venez de publier un livre, Lettre ouverte à Brigitte Macron. Alors pourquoi s'adresser directement à la Première Dame et pas à son mari qui a priori un peu plus de pouvoir aujourd'hui? Écoutez, je m'étais adressé au précédent président de la République, ça n'avait pas donné grand-chose. Et je souhaitais m'adresser à une femme parce que souvent les femmes font avancer les questions sociétales. Et comme il n'était pas question de s'adresser à la ministre de la Santé qui n'a même pas
respecté le débat citoyen qu'on a eu ces derniers mois, puisque... Elle n'est pas trop sur votre ligne. Ben non, mais elle pouvait au moins laisser... Vous savez, il y a eu un débat citoyen, hein, on est en pleine révision des lois bioéthiques, et on voulait entendre les Français, sauf que vous aviez toutes les semaines une ministre qui allait dans les médias pour dire qu'il ne fallait pas changer la loi. Donc, comme femme, j'ai trouvé que Brigitte Macron pouvait être intéressante, d'autant que depuis un an, partout où je vais, les gens me disent « Mais pourquoi vous n'en parlez pas à Brigitte ?» Elle a une popularité assez incroyable. En plus, elle a eu un statut aussi, ce qui est nouveau. C'est la première fois que ça arrive. Et dans son statut, elle a la relation avec la société civile, notamment dans le domaine de la santé et sur les questions des plus vulnérables. Donc, je trouvais qu'on était purement dans la bonne cible. Mais bien sûr, à travers elle, c'est évidemment son mari, c'est les politiques et puis c'est aussi tous les Français. Parce que dans ce livre, je fais le bilan de 13 ans de politique sur la fin de vie et je montre par 9 exemples à quel point on meurt mal dans notre pays et qu'on en parle beaucoup. Mais vous savez, on met beaucoup de moyens sur le début de la vie en France et c'est formidable. D'ailleurs, on a un exemple dans le domaine. On a un taux de natalité qui est un des plus forts d'Europe et par contre, en fin de vie, on a l'impression qu'on n'est plus des citoyens. Dès que vous entrez à la porte d'un hôpital, on n'y met plus les mêmes moyens. Et c'est aussi un peu ça que je veux dire, c'est qu'il faut enfin que dans notre pays, on prenne en compte parce que, vous savez, moi, je suis pas un adorateur de la mort, hein, mais je sais parce que j'ai été confronté à la maladie, parce que très jeune, j'ai vu mourir beaucoup de gens du sida, notamment, que la mort, c'est quelque chose d'inéluctable. Et donc, il faut qu'on puisse l'avoir dans les meilleures conditions. Vous savez, on ne choisit pas le début de sa vie. On peut au moins choisir le moment et la manière de mourir. Puis, vous savez, quelque part, moi, ce que je demande, c'est une loi de liberté. C'est une loi qui donne des droits en plus. Et c'est une loi qui n'enlève rien à personne, qui respecte toutes les consciences. Les gens qui souhaitent mourir le plus tard possible sont évidemment respectés par une loi comme ça. Les médecins qui ne souhaitent pas accompagner le sont. Les religieux qui veulent mourir le plus tard possible, voire même dans la souffrance, le sont. Mais il faut aussi que tout cela entende que c'est chaque citoyen et chaque citoyenne qui a le droit de décider. Vous savez, le sous-titre de mon livre, c'est « Ma mort m'appartient ». Oui, notre mort nous appartient et on doit avoir le droit de choisir. Alors l'opinion publique est plutôt favorable à cette évolution. Il y a des sondages qui donnent des chiffres à plus de 80%. Qu'est-ce qui bloque alors si l'opinion publique est favorable, si Brigitte Macron a une oreille attentive à vos revendications, pourquoi ça avance D'abord, pas? vous avez raison de le dire, parce que le dernier sondage qui a été fait, il faut quand même le dire, parce que c'est la Croix qui l'a fait, qui est évidemment pas favorable pour aller plus loin. Elle nous donne 89% des Français qui veulent l'euthanasie et le suicide assisté, seulement 11% qui sont satisfaits de la loi actuelle et 74% des catholiques pratiquants qui sont favorables à une loi d'ultime liberté comme nous le souhaitons. Ce qui bloque, c'est d'un côté ces mandarins parlementaires qui, pendant des années, ont fait de cette affaire une affaire médicale, alors que c'est d'abord une affaire citoyenne, et qui ont empêché qu'on puisse avoir des lois où celui qui décide ou celle qui décide, c'est celui qui meurt. Et puis vous avez à côté, c'est vrai, les responsables religieux, qui sont d'ailleurs, je viens de vous le dire, en décalage total avec leurs propres fidèles. D'ailleurs, Emmanuel Macron a organisé un dîner sur la fin de vie auquel je participais, et il y a eu au moins un représentant des religions qui a eu l'honnêteté, c'était le représentant des protestants, de dire que ils sont plutôt contre, mais que c'est vrai que leurs fidèles, malheureusement, sont plutôt en faveur d'une loi, parce que vous savez, aujourd'hui, il faut arrêter de nous dire que c'est la main de Dieu qui fait qu'on meurt aussi tard. Il y a 50 ans, on n'avait pas les machines qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas ces progrès médicaux qui ont été fantastiques, qui nous permettent de guérir de tas de maladies, mais qui ont eu aussi ce revers, qui font vivre des gens qui, naturellement, devraient mourir depuis longtemps. Donc on voit que la main de Dieu, elle est loin de tout ça, et que les hommes ont fait des choses formidables, mais que à côté de ça, il y a un côté un peu pervers, c'est qu'on fait vivre aujourd'hui des gens qui ne vivraient plus et qu'on maintient artificiellement en vie. Alors si c'est leur choix, moi, je dis qu'il faut le respecter. Les gens qui, même dans un coma irréversible, veulent vivre jusqu'au bout grâce à ces machines, il faut les respecter. Mais je dis qu'on ne doit pas forcer qui que ce soit, parce qu'on est dans une république laïque et il n'y a pas un principe supérieur qui vous oblige à mourir le plus tard possible, et notamment dans la souffrance. Alors, d'autres pays en Europe ont passé le cap d'autoriser l'euthanasie ou le suicide assisté. Il y a quelques jours, il y a un cas qui a défrayé un petit peu la chronique en Suisse, un Australien centenaire qui est venu d'Australie pour mourir. On le voit là en photo. Alors sa particularité, c'est que lui était pas malade, hein. Il n'était pas atteint d'une maladie incurable en phase terminale. C'était vraiment un choix de sa part. Alors il avait 104 ans. Oui. Et puis vous savez, il n'avait pas une maladie fatale, mais il avait plusieurs maladies, plusieurs pathologies qui faisaient que sa vie était quand même devenue assez insupportable. Et on peut quand même comprendre qu'à 104 ans, à un moment, il en avait marre des douleurs et des souffrances qu'il pouvait avoir. Vous savez, il faut savoir entendre ça. Vous savez, est-ce que c'est en plus normal?
Vous vous rendez compte, ce monsieur, il a dû à 104 ans fuir l'Australie pour venir ici faire 20 heures ou 22 heures de vol. Et en France, et je l'explique dans le livre, c'est quand même dramatique. En France, on a énormément de gens qui partent à l'étranger, en Suisse, pas loin d'ici, ou en Belgique pour mourir dans la dignité. Sauf que c'est ceux qui ont l'argent. Ceux qui ont les relations. Et on est dans la même situation qu'à une époque où les femmes qui ne pouvaient pas avorter en France partaient dans ces pays étrangers. Seules celles qui avaient les moyens pouvaient le faire, et tant mieux pour elles. Mais les autres, elles allaient voir les faiseuses d'anges. Certaines en mouraient ou avaient des conséquences après. Et ben aujourd'hui, on est dans la même situation. On a ceux qui peuvent, qui partent à l'étranger, et les autres, ils se suicident. Et je le dis, ils se suicident prématurément et violemment. On a l'un des plus forts taux de suicide des personnes âgées et des grands malades de toute la zone OCDE. Et donc, on donne comme seul horizon à des gens très malades, très inquiets, de savoir qu'ils vont mourir étouffés ou dans des conditions extrêmement difficiles, de leur donner comme seule solution qu'un suicide violent. Alors que s'ils avaient une loi, d'ailleurs plein ne l'utiliseraient pas, parce que parfois la maladie, la mort n'est pas aussi violente que ce qu'on pouvait le prévoir. Et puis d'autres, eh bien, ils mourront apaisés, ça leur évite de fuir à l'étranger ou de se suicider d'une manière violente. D'avoir une sortie digne, on verra si Brigitte Macron, à l'oreille du président, et si dans les mois qui viennent, le débat évolue dans le sens où vous le souhaitez. Je précise que demain, jeudi, il y aura une réunion publique sur la fin de vie dans l'agglomération grenobloise pour la liberté de choisir à partir de 19h au centre culturel de l'Iliade, c'est à Cessiné-Parisé, une réunion organisée par la députée de l'Isère, Marie-Noëlle Battistel, qui est favorable. Je crois qu'il y a à peu près 150 à 200 députés aujourd'hui, qui pour la première fois, on a d'abord dans tous les groupes, avant à droite, il n'y avait pas de députés favorables, aujourd'hui c'est terminé, vous avez dans tous les groupes à l'Assemblée nationale des députés favorables, et je pense qu'aujourd'hui on a une majorité de députés qui y sont favorables, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réunions qui se passent dans ce département comme ailleurs, parce que les parlementaires, ils ont envie d'évoluer, et j'espère que Emmanuel Macron va les entendre aussi. Bon, on va finir cette émission avec un autre livre. On change de sujet. Le manuel d'éco-résistance, signé Jean-François Noblet. Je ne sais pas si vous apportez le thème de la mort dans ce livre, mais vous traitez pas mal de sujets qui touchent notre vie quotidienne. Alors, comme Jean-Luc Romero, vous êtes un militant engagé depuis de nombreuses années dans les combats écologistes. Vous avez fondé d'ailleurs la FRAPNA Isère dans les années 70, la Fédération de protection de la nature. Vous vous définissez comme un punk écolo. C'est étonnant quand on vous voit comme ça. Oui, d'abord, je voulais dire que je suis tout à fait d'accord avec Jean-Luc. Il s'occupe de la mort en ce moment, mais moi, je m'occupe de la vie, de la protéger le plus possible et surtout de tous les êtres vivants. Ça fait partie de la vie. Voilà. Et donc, de tous les êtres vivants, même si c'est que des animaux, des insectes. Donc, c'est ça mon combat. Oui, c'était une image qu'a repris mon éditeur, Plume de Carotte, pour me définir. Mais c'est clair que mon idée, c'est de ne pas faire comme tout le monde. C'est-à-dire d'essayer d'utiliser les techniques du judo, alors pas du rugby, mais du judo, pour finalement désarçonner les adversaires. Ça veut dire d'abord les respecter, ensuite bien les connaître, avec leurs qualités et leurs défauts. Donc ça, je vous conseille, Jean-Luc, c'est ce qu'il faut faire si on veut convaincre, c'est de bien connaître, et puis leur faire la prise fatale qu'ils n'ont pas attendue. Voilà. Donc j'ai essayé dans toute ma carrière, et je continue, d'agir d'une manière concrète, mais en respectant l'adversaire, et puis en utilisant l'humour, l'argument scientifique aussi, parce que c'est important, et la pédagogie. Donc je vous remercie de m'inviter, parce que là, franchement, c'est un joli coup. Alors, vos adversaires, de façon générale, on les retrouve dans ce livre, un manuel d'éco-résistance. Les chasseurs font partie de la première cible. C'est le premier chapitre. Oui, mais ce n'est pas la cible la plus importante pour moi. Honnêtement, d'abord, je ne suis pas contre les chasseurs, je suis contre les mauvais chasseurs. Et aujourd'hui, je peux vous donner une info que je viens d'obtenir il y a une demi-heure. La préfecture lance une consultation de tous les citoyens de l'Isère pour savoir si on va autoriser les chasseurs à faire des battues au sanglier à partir du début juillet, c'est-à-dire pendant l'été, pendant les moments où on se balade dans la nature, pendant les moments où la nature est dans son plein développement. Et donc, je vous incite, tous les citoyens intéressés, de dire à la préfecture, écoutez, déjà, on a beaucoup de chasseurs et ils chassent le dimanche. Nous, on a toujours un peu la trouille de se promener pour aller ramasser des champignons ou observer la nature quand il y a des actions de chasse. Merci de nous respecter au moins les vacances d'été.
Ça serait une bonne chose. Alors, pour moi, l'adversaire le plus important aujourd'hui, c'est la chimie. Parce que si vous regardez un peu, aujourd'hui, le pare-brise de votre voiture, il y a 10 ans, en été, il était couvert d'insectes, il fallait s'arrêter à une station-service pour en nettoyer un peu. Aujourd'hui, vous faites le même circuit, eh bien, vous n'aurez plus d'insectes dessus. Or, ça, c'est une mort silencieuse, extraordinairement importante, parce que c'est le début des chaînes alimentaires. C'est-à-dire toute la faune et l'agriculture, évidemment, et notre santé, tout ça dépend de cette diminution des insectes. La pollinisation avec les abeilles qui diminue, mais c'est incroyable. Tous les apiculteurs de l'Isère et de France sont en train de dire, mais il faut vraiment se réveiller. Et or, Nicolas Hulot, l'autre jour au Parlement, a dit que les parlementaires s'en foutaient. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai que les parlementaires s'intéressent à des tas de choses, et heureusement, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tel ou tel équipement ou de tel nouveau texte, etc., alors que finalement, la vie, finalement, la biodiversité qui nous nourrit, qui nous soigne, qui nous protège contre les événements naturels, et qui nous émerveille et qui nous inspire, hein, le nombre de personnes, d'artistes qui se sont inspirés de la nature, ben cette biodiversité, elle est en train de foutre le camp. Il n'y a plus d'alouettes, il n'y a plus de gibier, et le problème des chasseurs dont vous me parliez, c'est un problème qui va se régler très rapidement. Il y a 2% de chasseurs en moins chaque année. Et ils sont de plus en plus âgés. Donc la diminution du nombre de chasseurs va être encore plus importante dans les années à venir. Et c'est un problème qui est quasi résolu. C'est-à-dire il nous restera quelques chasseurs. Et je dirais tant mieux parce qu'on en aura sûrement besoin. Et puis pourquoi pas, de temps en temps, se régaler d'un cuisseau de chevreuil ou d'un bout de sanglier qui sont en surnombre. Ça ne me dérange pas. Voilà. Lutter contre les chasseurs, le nombre de chasseurs, lutter contre les pesticides hein, qui font les dégâts que vous évoquez. Vous abordez comme ça dans ce bouquin différents thèmes avec quand même un peu de recul. On le voit là sur certaines illustrations. Il y a des dessins humoristiques et puis même dans vos textes, vous proposez des solutions parfois radicales, mais à prendre parfois aussi au second degré. Ah, écoutez, si vous voulez vous prémunir, par exemple, sur un dépôt d'ordures sauvage qui a lieu régulièrement sur un endroit. Si vous le nettoyez, alors que tout le monde vient régulièrement sur cet endroit-là, je rappelez-vous les reportages sur Marseille, c'était une situation extraordinaire et désastreuse. Si vous voulez régler le problème, il ne suffit pas de nettoyer, de mettre un panneau interdit de déposer les déchets, parce que c'est comme si vous disiez, c'est là qu'il faut les mettre. Donc il faut réfléchir 30 secondes, toujours la technique du judo, dire tiens, l'adversaire, etc. Jouer sur ses faiblesses. Jouer sur sa faiblesse et dire tiens, si j'avais un vieux matelas à foutre en l'air et puis que je n'ai pas le temps et qu'il faut que je le mène quelque part discrètement, est-ce que je vais le mettre près d'un rucher? Non. Près d'une croix, près d'un monument aux morts, près d'un jardin avec des fleurs? Non. Il va essayer de chercher d'autres endroits. Donc, ce qu'il faut faire, c'est nettoyer, mais installer, aménager, d'abord interdire les accès quand c'est possible, hein, et puis, secondo, installer sur l'endroit où il y a le dépôt d'ordures quelque chose qui est tellement antinomique avec un dépôt d'ordures que finalement, malgré l'esprit de vandale qui anime certains de nos citoyens, eh ben, ils auront un peu de mal à le faire. Allez, les recettes de Jean-François Noblet dans ce manuel d'éco-résistance qu'on peut trouver dans toutes les librairies dans la région. Et je précise que vous serez en dédicace ce vendredi à partir de 17h30 à la librairie Colibri à Voiron et que vous donnez le livre mais que vous vendez la dédicace 14 €. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, comme ça les téléspectateurs sont prévenus. C'est avec l'humour qu'on gagnera la survie de la planète. Eh ben merci en tout cas à tous les trois d'être venus dans cette émission. On se retrouve demain, même heure, même endroit, avec d'autres invités. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.